Bonjour, bienvenue dans Afrique capable, une chronique au cœur d'une Afrique qui peut et qui transcende les traumatologies justifiées et les dynamiques défaitistes fertilisées longtemps dans les imaginaires des uns ou des autres. Depuis 5 ans, la RDC est plus qu'échauffée dans un four électoral. Des esprits sont de plus en plus surchauffés et les camps des indécis perdent des adeptes au fur et à mesure que l'ambiance de la diversité s'invite. Parfois avec respect, parfois avec une seule envie, détruire l'autre et gagner les paris. Depuis 5 ans en effet, car en Afrique, chaque lendemain de l'élection, c'est la préparation de la prochaine qui commence, les investissements irrélatifs aussi. Nous avons au final des régimes qui n'ont pas de plans stratégiques pour leur pays. Ça justifie peut-être le fait que nos pays n'ont pas de plans stratégiques cohérents, pertinents et réalistes. La République démocratique du Congo en a un cas patent. On ne sait pas ce que sera ce pays en 2100. Non, j'exagère d'ailleurs. On ne sait pas ce que sera ce pays déjà en 2027. Nous sommes dans une telle euphorie des élections que l'on se dirait qu'après elles, ce sera soit la fin du monde, soit l'obéissance à la loi du hasard. Dans notre chronique précédente, nous avons parlé des élections avec un regard critique. Nous avons démontré que les élections en Afrique n'étaient que des champs sans harmonie, des coquilles vides, qui, depuis les années des indépendances, les années 60, n'ont fait que coûter à des pays pauvres qui ne les ont pas choisis, mais à qui on les impose comme critère de crédibilité, de légitimité, mais surtout comme condition sans laquelle il ne faut pas approcher la table. Alors les pays africains se sont convaincus que c'est la seule voie, qu'il faut continuer à dépenser toujours et toujours parce que l'image extérieure en dépend. Même quand l'on sait que ce n'est que par pure formalité. Mais dans les commentaires, vous avez aussi été nombreux à nous signifier que nous soulevions un problème, mais que nous proposions moins les alternatives. Et ce n'est pas faux. Plutôt que de nous précipiter dans la recherche des réponses, nous nous sommes évertués à chercher les bonnes questions. Les élections, comme la démocratie, nous semblent être ce genre de sujets sur lesquels il est important de se poser des bonnes questions avant de se plonger dans un rosaire de réponses. Mais nous n'avons pas été insensibles à vos commentaires et suggestions. Durant cette période électorale, nous irons aussi à la quête des alternatives, des propositions des acteurs aux divers profils afin de questionner la réponse idéale aux problèmes soulevés par les élections. Les élections étant déjà en elles des vrais problèmes. Et dans ce troisième numéro, nous sommes partis à la rencontre de premières figures et nous leur avons demandé ce qu'elles ont comme alternative aux élections en Afrique, aujourd'hui et demain. De plus radical au plus progressiste, de plus traditionnaliste au plus moderne, nous essaierons de questionner les alternatives proposées ici avec modestie et une certaine légitime curiosité. Tout de même, une découverte. Depuis des décennies, nous sommes plongés dans une routine des élections que ne faisons que répondre aux questions qu'elles nous posent. Rarement en dehors de la cage. Voilà la raison pour laquelle nous revenons souvent sur des questions d'inclusivité, de crédibilité, de transparence des élections. Des questions en réalité qui ne nous permettent pas de sortir du cirque dans lequel les élections nous introduisent. Nous les faisons peut-être de peur d'énerver la démocratie, ces concepts bénéficiant d'une telle propagande, au point que nous arrivons à penser parfois que c'est ce qui fait l'essence même de l'homme du XXIe siècle déraciné. Dans ce numéro, nous allons réfléchir hors de la cage. Rappelez-vous, c'est de l'Afrique capable dont on parle ici. Mais une certaine unanimité continue à se dégager sur l'inefficacité des élections. Ici même, leur essence est fondamentalement contestée. Et entendez, on commence à la souche par ici. Ce serait vraiment un leurre de penser que le blanc, qui est venu nous ligoter, nous piller, nous esclavagiser, nous transformer en deux bêtes sauvages, alors que nous étions à son temps des guides de la civilisation humaine, que celui-là puisse nous apporter un système qui va nous aider, que ça s'appelle éducation, que ça s'appelle politique, que ça s'appelle démocratie, que ça s'appelle élection, ou que ça s'appelle même religion, mais les Blancs n'ont jamais rien fait pour l'Afrique qui soit à l'avantage, au bénéfice de l'Africain. Je pense que même avant de parler à élection, il fallait poser les fondamentaux de ces États que nous appelons aujourd'hui pays, République démocratique du Congo, ou c'est pas moi, Rwanda, Burundi. Est-ce que c'est nous qui en avons la clé? Est-ce que ce sont nos aïeux qui ont érigé ces États en États? Ou bien c'est plutôt à la conférence de Berlin, exactement le 26 février 1885. Pourquoi
nous nous offusquons de cette réalité, puisque aussi longtemps que nous ne revenons pas sur ces fondamentaux-là, que ces pays ne nous appartiennent pas, alors ne nous plaignons pas que les élections ne nous apportent pas des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur, puisque ces dirigeants ne seront jamais les nôtres, ils seront toujours des pantins de l'Occident. Alors oui, vous l'aurez très bien compris. Pour Bafilemba, les prémices ont été dès le départ faussées. Et donc, on ne saurait demander aux Africains de suivre un système qu'ils n'ont pas choisi d'eux-mêmes. Et ils ne sauraient leur servir. Et c'est tout de même une question fondamentale. Des peuples qui étaient organisés en royaume se voient aujourd'hui être esclavagisés et colonisés durant des siècles. Et quand l'oppresseur repart chez lui, on leur dit tout de même qu'ils ne vivront plus comme avant. Que même libérés, ils adopteront le même système que celui de l'oppresseur. Mon Dieu. Pourtant, ils se croyaient libérés, non? Et trop vite, l'oppresseur met des pions en place, les médias, les idéologues, pour faire voir à ces peuples qu'il est impossible qu'ils soient eux-mêmes. Par manque de choix, et ou par naïveté de leurs leaders, les peuples s'y voient entraînés. Mais il faut reconnaître que là, ils se trouvent entraînés sur une voie qui n'a jamais été la leur, dont ils n'ont pas la maîtrise et ils ne se trouvent pas imprégnés des fondamentaux. Dès ici, on peut alors comprendre pourquoi cette voie ne leur a jamais servi. Parce que le constat actuel est amer. Un constat de déception. L'histoire d'amour entre les élections et la démocratie en Afrique, c'est une histoire de déception. Parce qu'au bout de compte, les élections sont devenues un danger pour la démocratie en Afrique. Les élections sont contre même la démocratie en Afrique. Et vous savez, il y a cette idée qui gagne de l'espace dans l'opinion, c'est qu'on n'organise pas les élections pour les perdre. Vous le comprendrez, c'est devenu un jeu. Un jeu où le peuple est naïf et censé croire en tout. Et tellement des discours tendrement prédateurs au renard rôdent les élections. Chaque veille des élections, même les plus déçus se disent parfois « cette fois, ce sera peut-être la bonne ». Peut-être parce qu'ils sont séduits par l'avènement d'un nouveau candidat au charisme impressionnant. Peut-être parce qu'ils estiment que les enjeux sont beaucoup plus parlants. Mais la réalité redevient la même au lendemain des élections. Certains croient à un démon, une malédiction de la terre-mère. La raison peut-être de l'existence des églises champignons pour un peuple dont la foi agonise. Oh mon Dieu. Au fond, peu remarquent cette inadéquation entre le Muntu et ces nouveaux systèmes. Ceux qui l'ont créé en ont fait un système global qui couvre tous ceux qui croient en la mondialisation. Ainsi, réfléchir hors de lui semble être une hérésie à la religion dont le pape est l'Occident. Mais voyons, des despotes au pouvoir en Afrique se font élire chaque 5 ou 7 ans. Des massacreurs des communautés légitimés par les élections. Des pays autrefois dits démocratiques par leurs parrains nous prouvent aujourd'hui à quel degré la désillusion du paternalisme peut être agaçante. Je ne parle pas du Sénégal, des régimes autoritaires, des fils à papa soutenus et sanctifiés par des parents. Je ne parle pas du silence de la France face au massacre que le régime tchadien actuel a fait contre sa propre population durant des manifestations à son entrée. Un régime dont tout le monde est convaincu que c'est une plaie. J'arrête cette série de pourritures coloriées au nom d'un conformisme mondialiste. Parlons de l'alternative. Laissons la raison naviguer sans restriction. Tenons compte de tous les paramètres pour sauver aujourd'hui l'Afrique d'une routine vraiment asservissante. Et l'alternative, faut-il l'imaginer, en déa la cage et donc parler de transparence, de crédibilité, d'inclusivité, de respect du calendrier. Ou carrément, la pensée en dehors de la cage, même quand on sait que l'on énerve les prétendus pragmatistes qui ne sont en réalité que des conformistes. Allons-y. Quelle alternative aux élections aujourd'hui? Il ne peut pas y avoir d'alternative à ce mode d'élection en Afrique ou au Congo, je dirais, si jamais nous ne remettons pas en cause les frontières érigées par la conférence de Berlin. Nous devons revenir à l'unité africaine et si jamais cela n'est pas vraiment possible étant donné les années,
mais je ne suis pas défaitiste pour dire que c'est pas possible. Alors rendons ces micro-États que j'appelle des enclos coloniaux, rendons-les des États fédéraux de cette unité africaine. C'est là le b.a.-ba de tout développement en Afrique. Mais continuez à se targuer, continuez à se réclamer de Rwandais, Burundais, Congolais, Ougandais et consorts, c'est tout simplement valider la conférence de Berlin. Et pour autant que les gens disent qu'ils sont intellectuels, en tout cas pour peu autant qu'ils peuvent l'être, le b.a.-ba de leurs revendications devrait commencer par dire non à ces systèmes qui nous a divisés. Donc, je serais très mal à l'aise de vous parler des élections qui vont se faire dans un enclos colonial qu'on appelle Congo, encore que quand même, pour vous parler, pour m'adresser à vous, je dois hésiter la langue de colon. Vous venez pas me faire une interview en Lingala, en Chiluba, en Kikongo, en Swahili, en Machi, en Kinyarwanda, non. C'est en français. Mais est-ce que ma grand-mère au village, même si je parlais élection, est-ce qu'elle comprendra ce que je vais dire? Voyez-vous que ce système m'éduque moi à maîtriser, à bien parler français, mais jamais à être en harmonie, en communion avec ma grand-mère au village, que je considère comme illettré, alors que c'est moi l'analphabète, puisque je ne peux pas parler chi comme elle. C'est fondamental, ça. Même les réflexions qui se font aujourd'hui autour des élections se font par les intellectuels. Enfin, ceux qui pourraient être intellectuels doivent apprendre la langue étrangère, comme le disait le capitaine président burkinabé Ibrahim Traoré. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent intellectuels. Et quand vous dites qu'il n'est pas intellectuel, il s'énerve même. Il est intellectuel du fait juste qu'il comprend la langue d'autrui. Très bien, il comprend très bien la langue d'autrui, il le parle très bien. Et c'est suffisant pour lui, il est intellectuel comme ça. Si on dit que demain, le Mouré ou bien le Djoula devient la langue nationale, lui devient automatiquement un analphabète. C'est pas sérieux. C'est la mentalité coloniale. Ces réflexions se font encore par des francophones, des anglophones, des lusophones, le même qui avaient trompé leurs parents dans les années 60, juste parce que ce dernier avait confiance en eux. Mais dites-moi, qui vote? N'est-ce pas cette grande majorité prétendument qualifiée du lettré qui n'y comprend rien, qui y est presque aveuglément entraînée et qui en souffre principalement après? Pourquoi si réflexion sur les élections doit être faite aujourd'hui, pourquoi ne pas y associer le plus concerné? En réalité, le plus concerné ne sont pas les intellectuels, encore moins les pseudo-diplômés politiciens. Le plus concerné, c'est cette masse d'électeurs que l'on veut voir manipuler éternellement. De la même manière que ce système leur est parvenu sans leur accord, de la même manière, le refonder sans eux est un échec prémédité. Le prof Bafilemba revient donc sur un élément crucial. Difficile de réformer les élections si l'on ne revient pas à nous-mêmes, nos structures comme telles, et en y associant les Africains à travers ce qu'ils ont de plus fondamental et ce qui les unit en premier, à savoir leur langage. Quelle serait aussi l'issue aux élections dans des micro-États qui rivalisent entre eux et qui constituent des menaces les uns envers les autres, pourtant constitués de peuples frères divisés entre autres par la conférence de Berlin. À long terme, l'unité africaine s'impose. Un État fédéral africain s'avère opportun, comme l'ont d'ailleurs déjà prêché avec beaucoup plus de pertinence et de propositions pratiques bon nombre d'éminents africains. Hommage à Kwame Nkrumah, Félix Moumié, Patrice Lumumba, Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, José Dona Cimento, Kamana, Chinua Achebe, Ngungi wa Chinyongo, Boubacar Boris Diop et beaucoup d'autres qui haussent encore les temps aujourd'hui. Mais comme dit, c'est un processus à long terme, je vous l'accorde, mais qui se doit d'être entamé aujourd'hui, sans tarder. Mais en attendant, que faire pour y arriver? Le professeur Phidias Ahadi Senge y répondit. Vous me demandez quelle serait l'alternative? Il n'y en a pas deux. C'est dans l'éducation alternative.
Il faut une éducation alternative. C'est bien beau d'enseigner nos élèves ou nos enfants dans les écoles classiques, leur donner cette formation mathématique, c'est pour moi physique et tout ce que vous savez. Mais aussi longtemps qu'on n'aura pas mis un accent sur une formation alternative, considérez à la socio-congolaise que les jeunes n'ont pas tous accès aux études universitaires. Les jeunes n'ont pas tous accès aux études secondaires. Et donc, avec une formation, une éducation alternative, il est possible d'atteindre les différentes couches de la jeunesse, les différentes couches de la population. Et à partir de là, une éducation électorale, une éducation, si vous voulez, civique, peut prendre racine. Et à partir de cette éducation que j'ai nommée éducation alternative, il est possible que demain soit différent d'aujourd'hui. L'éducation alternative. C'est à cette exigence du moment qu'essaie de répondre modestement Afrique Capable aujourd'hui. Des milieux d'éducation alternative doivent se multiplier et demeurer aussi bien physiquement que virtuellement dans les milieux ruraux et urbains, et les systèmes actuels de gouvernance africains reposant sur les élections des façades doivent y être discutés et faire objet de décisions citoyennes importantes. Pour concrétiser le projet à long terme de l'État fédéral en Afrique, il faut un think tank puissant pouvant se pencher sur la question et d'en évaluer graduellement le progrès. Le professeur Théophile Obenga disait « Deux pays peuvent commencer et les autres pourront suivre ». L'Afrique de l'Ouest est en train de donner le temps, quoique encore faiblement audible aujourd'hui, mais j'espère que Kinshasa et Brazzaville sont en train d'entendre. Pour ça, il faut des dirigeants conscients de ces enjeux pour sauver l'Afrique à long terme. Pour arriver à mettre hors d'état de naître ces fabrications d'oppresseurs qui, durant 5 ans, ne font qu'imprimer les photos d'exploitants sur le mur de leur peuple, les think tanks doivent aujourd'hui se pencher sur la question d'hommes d'État alternatifs en attendant que l'Afrique se relève complètement. C'est possible, le plus dur c'est de commencer. Et Zamenga ajouterait, ce qui compte c'est la finalité. Mais nous prendrons aussi en compte le parcours. C'est parti. Nous reviendrons pour vous dire où nous en serons. C'est la fin de notre 3e numéro d'Afrique Capable. Afrique Capable est un projet média qui consiste en une analyse critique, imbibée de pertinence et de lucidité sur des questions existentielles et essentielles de la vie socio-politico-économico-culturelle de la vie de l'Afrique et du Congo. Afrique Capable se vend en germoire des repères critiques sur notre destinée et un espace objectif de profonds questionnements sur notre agir ensemble afin d'assumer notre grandeur. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochains numéros. Vous pouvez laisser des commentaires sans oublier de vous abonner, mais surtout d'activer la barre des notifications. À la prochaine.